Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 26.2. Et nous vîmes apparaître notre ami le vétérinaire. Il se pencha pour voir qui jouait ainsi. Sans doute il nous reconnut et il comprit notre intention, car de sa main il nous fit signe. « Je vais vous ouvrir la porte, dit-il, vous jouerez dans le jardin. » Et presque aussitôt cette porte nous fut ouverte. « Vous êtes de braves garçons, dit-il, en nous donnant à chacun une bonne poignée de main, mais vous êtes aussi des étourdis. Vous n'avez donc point pensé que le sergent de ville pouvait vous arrêter pour tapage nocturne sur la voie publique ?» Notre concert recommença dans le jardin, qui n'était pas bien grand, mais très coquet, avec un berceau couvert de plantes grimpantes. Comme le vétérinaire avait plusieurs enfants, nous eûmes bientôt un public autour de nous. On alluma des chandelles sous le berceau et nous jouâmes jusqu'après 10 heures. Quand un morceau était fini, on nous applaudissait et on nous en demandait un autre. Si le vétérinaire ne nous avait pas mis à la porte, je crois bien que, sur la demande des enfants, nous aurions joué une bonne partie de la nuit. Mais il ne nous laissa pas aller sans nous offrir une collation qui nous fut agréable. Alors, pour remerciement, Capi joua quelques-uns de ses tours les plus drôles. Il était près de minuit quand nous partîmes. La ville d'Ussel, si tranquille le soir, était le lendemain matin pleine de tapage et de mouvements. Avant le lever du jour, nous avions entendu un bruit incessant de charrettes roulant sur le pavé et se mêlant au hennissement des chevaux, au meuglement des vaches, au bêlement des moutons, aux cris des paysans. Dans la rue, tout un flot mouvant se dirigeait vers le champ de foire. Comme il n'était encore que 6 heures, nous eûmes envie d'aller passer en revue les vaches déjà arrivées et de faire notre choix à l'avance. Après une demi-heure de promenade, nous en avions trouvé 17, qui nous convenaient tout à fait. Celle-ci pour telle qualité, celle-là pour telle autre, 3 parce qu'elles étaient rousses, 2 parce qu'elles étaient blanches, ce qui bien entendu souleva une discussion entre Mathia et moi. À 7 heures, nous trouvâmes le vétérinaire qui nous attendait et nous revînmes avec lui au champ de foire. « En voici une qui doit être bonne, dit Mathia, en désignant une vache blanchâtre. « Je crois que celle-là est meilleure, dis-je en montrant une rousse. Le vétérinaire nous mit d'accord, en ne s'arrêtant ni à l'une ni à l'autre, mais en allant à une troisième. C'était une petite vache aux jambes grêles, rouge de poils, avec les oreilles et les joues brunes, les yeux bordés de noir et un cercle blanchâtre autour du mufle. Un paysan à l'air chétif la tenait par la longe. Ce fut à lui que le vétérinaire s'adressa pour savoir combien il voulait vendre sa vache. 300 francs. Déjà cette petite vache alerte et fine, maligne de physionomie, avait fait notre conquête. Les bras nous tombèrent du corps. 300 francs, ce n'était pas du tout notre affaire. Je fis un signe au vétérinaire pour lui dire que nous devions passer à une autre. Il m'en fit un pour me dire au contraire que nous devions persévérer. Alors une discussion s'engagea entre lui et le paysan. Il offrit 150 francs. Le paysan diminua 10 francs. Le vétérinaire monta à 170. Le paysan descendit à 280. Mais arrivé à ce point, les choses ne continuèrent pas ainsi. Au lieu d'offrir, le vétérinaire commença à examiner la vache en détail. Elle avait les jambes trop faibles, le cou trop court, les cornes trop longues, elle manquait de poumons, la mamelle n'était pas bien conformée. Le paysan répondit que, puisque nous nous y connaissions si bien, il nous donnerait sa vache pour 250 francs, parce qu'elle fut en bonne main. Là-dessus, la peur nous prit. Nous imaginons tous deux que c'était une mauvaise vache. « Allons en voir d'autres, dis-je. » Sur ce mot, le paysan, de diminution en diminution, arriva à 210 francs, mais il y resta. D'un coup de coude, le vétérinaire nous avait fait comprendre que tout ce qu'il disait n'était pas sérieux et que la vache était loin d'être mauvaise,
était excellente, mais 210 francs, c'était une grosse somme pour nous. Pendant ce temps, Mathia, tournant par derrière la vache, lui avait arraché un long poil à la queue, et la vache lui avait détaché un coup de pied. Cela me décida. « Va pour 210 francs, dis-je. » Et j'étendis la main pour prendre la longe, mais le paysan ne me la céda pas. « Et les épingles de la bourgeoise, dit-il. » Une nouvelle discussion s'engagea, et finalement nous tombâmes d'accord sur 20 sous d'épingles. Il nous restait donc 3 francs. De nouveau j'avançai la main, le paysan me la prit et me la serra. J'étais un ami et je n'oublierai pas le vin de la fille. Le vin de la fille nous coûta 10 sous. Pour la 3e fois, je voulus prendre la longe. Le paysan m'arrêta. « Vous avez apporté un licou, me dit-il. »« Je vends la vache, je ne vends pas son licou. » Cependant, comme nous étions amis, il voulait bien me céder ce licou pour 30 sous. Ce n'était pas cher. Il nous fallait un licou pour conduire notre vache. J'abandonnai les 30 sous, calculant qu'il nous en resterait encore 20 ans. Je comptai donc les 213 francs. Pour la 4e fois, j'étendis la main. « Où donc est votre longe ?» demanda le paysan. « Je vous ai vendu le licou. »« Je ne vous ai pas vendu la longe. » La longe nous coûta 20 sous, nos 20 derniers sous. Et lorsqu'ils furent payés, la vache nous fut enfin livrée avec son licou et sa longe. Nous avions une vache, mais nous n'avions plus un sou. « Nous allons travailler, dit Mathia. Les cafés sont pleins de monde. En nous divisant, nous pouvons jouer dans tous. Nous aurons une bonne recette ce soir. » Et après avoir conduit notre vache dans l'écurie de notre auberge, nous nous mîmes à travailler à chacun de notre côté. Et le soir, quand nous fîmes le compte de notre recette, je trouvai que celle de Mathia était de 4 francs 50 centimes et la mienne de 3 francs. Avec 7 francs 50 centimes, nous étions riches. Mais la joie d'avoir gagné ces 7 francs 50 centimes était bien petite, comparée à la joie que nous éprouvions d'en avoir dépensé 214. Nous décidâmes, la fille de cuisine, à traire notre vache, et nous soupâmes avec son lait. Jamais nous n'en avions bu d'aussi bon. Le lendemain matin, nous étions levés avec le soleil, et tout de suite nous nous mettions en route pour Chavanon. Comme j'étais reconnaissant à Mathia du concours qu'il m'avait prêté. J'avais voulu lui donner le plaisir de conduire notre vache, et il n'avait pas été médiocrement heureux de la tirer par la longe. Elle avait fort bon air, marchant lentement, en se balançant, en se prélassant comme une bête qui a conscience de sa valeur. Mon intention, pour ne pas fatiguer notre vache et aussi pour ne pas arriver trop tard à Chavanon, était d'aller coucher dans le village où j'avais passé ma première nuit de voyage avec Vitalis. De là, nous partirions le lendemain matin pour arriver de bonne heure chez Mère Barberin. Mais le sort, qui jusque-là nous avait été si favorable, se mit contre nous et changea nos dispositions. Nous avions décidé de partager notre journée de marche en 2 parts et de la couper par notre déjeuner, surtout par le déjeuner de la vache. Ayant trouvé un endroit où l'herbe était verte et épaisse, nous mîmes les sacs à bas et nous fîmes descendre notre vache dans le fossé. Tout d'abord, je voulus la tenir par la longe, mais elle se montra si tranquille et si appliquée à paître que bientôt je lui entortillai la longe autour des cornes et m'assis. Naturellement, nous eûmes fini de manger bien avant elle. Alors, après l'avoir admirée pendant assez longtemps, ne sachant plus que faire, nous nous mîmes à jouer aux billes. Nous eûmes fini de jouer avant que la vache eût fini de paître. Et quand elle nous vit venir à elle, elle se mit à tondre l'herbe à grands coups de langue, comme pour nous dire qu'elle avait encore faim. « Attends un peu, dit Mathia. Tu ne sais donc pas qu'une vache mange toute la journée? Si je lui donnais un petit air de cornet à piston, dit Mathias, qui restait difficilement en repos. Nous avions une vache dans le cirque Gassot et elle aimait la musique. » Et sans en demander davantage, Mathias se mit à jouer une fanfare de parade. Aux premières notes, notre vache leva la tête, puis tout à coup, avant que j'eusse pu me jeter à ses cornes pour prendre sa longe, elle partit au galop.
Et aussitôt nous partîmes après elle, galopant aussi de toutes nos forces en l'appelant. Je criai à Képi de l'arrêter. Mais on ne peut pas avoir tous les talents. Un chien de conducteur de bestiaux eût sauté au nez de notre vache. Képi, qui était un savant, lui sauta aux jambes. Bien entendu, cela ne l'arrêta pas, tout au contraire, et nous continuâmes notre course. Elle en avant, nous en arrière. C'était 2 kilomètres environ avant d'arriver à un gros village que nous nous étions arrêtés pour manger, et c'était vers ce village que notre vache galopait. Elle entra dans ce village naturellement avant nous, et nous pûmes voir, malgré la distance, que des gens lui barraient le passage et s'emparaient d'elle. Alors nous ralentîmes un peu notre course. Notre vache ne serait pas perdue. Je m'étais imaginé que je n'avais qu'à réclamer ma vache, mais au lieu de me la donner, on nous entoura, et l'on nous posa question sur question. D'où venions-nous? Où avions-nous eu cette vache? Nos réponses étaient aussi simples que faciles. Cependant, elles ne persuadèrent pas ces gens, et 2 ou 3 voix s'élevèrent pour dire que nous avions volé cette vache et qu'il fallait nous mettre en prison en attendant que l'affaire s'éclaircît. L'horrible frayeur que le mot de prison m'inspirait me troubla et nous perdit. Je pâlis, je balbutiai, je fus incapable de me défendre. Sur ces entrefaites, un gendarme arriva en quelques mots. On lui conta notre affaire, et comme elle ne lui parut pas nette, il déclara qu'il fallait mettre notre vache en fourrière et nous en prison. On verrait plus tard. Je voulus protester. Mathias voulut parler. Le gendarme nous imposa durement silence. Alors, me rappelant la scène de Vitalis avec l'agent de police de Toulouse, je dis à Mathias de se taire et de suivre monsieur le gendarme. Tout le village nous fit cortège jusqu'à la prison. On nous fouilla, on nous prit notre argent, nos couteaux, nos allumettes. Alors on nous laissa et la porte se referma sur nous avec un bruit de ferraille vraiment tragique. Nous étions en prison. Pour combien de temps? Mathias vint se mettre devant moi. « Cogne, dit-il, cogne sur la tête. Tu ne frapperas jamais assez fort pour ma bêtise. Tu as fait la bêtise et je l'ai laissé faire. J'aimerais mieux que tu cognes, j'aurais moins de chagrin. Notre pauvre vache, la vache du prince, qui va lui donner à manger? Qui va la traire ?» Plusieurs heures se passèrent dans ces tristes pensées, et plus le temps marchait, plus nous nous désolions. Enfin, notre porte s'ouvrit, avec un terrible bruit de ferraille, et nous vîmes entrer un vieux monsieur à cheveux blancs, dont l'air ouvert et bon nous rendit tout de suite l'espérance. « Allons, coquin, levez-vous, dit le geôlier, et répondez à monsieur le juge de paix. »« c'est bien, dit le juge de paix, je me charge d'interroger celui-là. » Il me désigna du doigt. « Emmenez l'autre et gardez-le, je l'interrogerai ensuite. » Mathias sortit. « On vous accuse d'avoir volé une vache, me dit le juge. Je répondis que nous avions acheté cette vache à la foire du sel, et je nommai le vétérinaire qui nous avait assisté dans cet achat. Cela sera vérifié. Dans quelle intention avez-vous acheté une vache? Pour la conduire à Chavanon et l'offrir à Mère Barberin, qui a été ma nourrice. Était-ce la nourrice, la femme d'un ouvrier maçon qui, il y a quelques années, a été estropiée à Paris? Oui, monsieur le juge de paix. Cela aussi sera vérifié. » Mais je ne répondis pas à cette parole comme je l'avais fait pour le vétérinaire du sel. Voyant mon embarras, le juge de paix me pressa de questions, et je dus répondre que s'il interrogeait Mère Barberin, le but que nous nous étions proposé ne se trouvait manqué. Il n'y avait plus de surprise. Cependant, au milieu de mon embarras, j'éprouvai une vive satisfaction. Le juge de paix me dit que Barberin était retourné à Paris depuis quelque temps. Cela me rendit si joyeux que je trouvai des paroles persuasives pour le convaincre que la déposition du vétérinaire devait suffire
pour prouver que nous n'avions pas volé la vache. Et où avez-vous eu l'argent nécessaire pour acheter cette vache? Nous l'avons gagnée. Où? Comment? J'expliquai comment, depuis Paris jusqu'à Vars, et depuis Vars jusqu'au Mont d'Or, nous l'avions gagnée et amassée sou à sou. Et qu'alliez-vous faire à Vars? Cette question m'obligea à un nouveau récit. Quand le juge de paix entendit que j'avais été enseveli dans la mine de la Truyère, il m'arrêta et d'une voix tout adoucie, presque amicale, « Lequel de vous est Rémi ?» dit-il. « Moi, monsieur le juge de paix. »« Qui le prouve? Tu n'as pas de papier, m'a dit le gendarme. »« Non, monsieur le juge de paix. »« Alors, raconte-moi comment est arrivée la catastrophe de Vars. J'en ai lu le récit dans les journaux. Si tu n'es pas vraiment Rémi, tu ne me tromperas pas. » Le tutoiement du juge de paix m'avait donné du courage. Je voyais bien qu'il ne nous était pas hostile. Quand j'eus achevé mon récit, je m'imaginais qu'il allait me dire qu'il nous rendait la liberté, mais il n'en fut rien. Sans m'adresser la parole, il me laissa seul. Je restai assez longtemps, livré à mes réflexions, mais à la fin, le juge de paix revint avec Mathia. « Je vais faire prendre des renseignements à Ussel, dit-il, et si, comme je l'espère, il confirme vos récits, demain, on vous mettra en liberté. » « Et notre vache, demanda Mathia, on vous la rendra. »« Ce n'est pas cela que je voulais dire, répliqua Mathia. Qui va lui donner à manger? Qui va la traire, hein? Sois tranquille, gamin. » Aussitôt que le juge de paix fut parti, « La vache du prince fera son entrée triomphale, dit Mathia. » Et dans sa joie, il se mit à danser en chantant. Je lui pris les mains et Capi, qui jusqu'alors était resté dans un coin triste et inquiet, vint se placer au milieu de nous, debout sur ses deux pattes de derrière. Alors nous nous livrâmes à une si belle danse que le concierge effrayé vint voir si nous ne nous révoltions pas. Chapitre 27. Mère Barberin. Notre nuit ne fut pas mauvaise. Nous en avions passé de moins agréables à la belle étoile. À 8 heures du matin, notre porte s'ouvrit, et nous vîmes entrer le juge de paix suivi de notre ami le vétérinaire, qui avait voulu venir lui-même pour nous mettre en liberté. Quant au juge de paix, il me remit un beau papier timbré. « Vous avez été des fous, me dit-il amicalement, de vous embarquer ainsi sur les grands chemins. Voici un passeport que je vous ai fait délivrer par le maire. Ce sera votre sauvegarde désormais. Bon voyage, les enfants. » Et il nous donna une poignée de main. Quant au vétérinaire, il nous embrassa. Nous étions entrés misérablement dans ce village. Nous en sortions triomphalement, menant notre vache par la longe et marchant la tête haute. Les paysans qui se tenaient sur leurs portes nous jetaient de bons regards. « Je ne regrette qu'une chose, dit Mathia, c'est que le gendarme qui a jugé bon de nous arrêter ne soit pas là pour nous voir passer. Le gendarme a eu tort, mais nous aussi, nous avons eu tort de ne jamais penser à avoir des papiers qui puissent renseigner les gens sur notre compte. Nous avions reçu une trop belle leçon pour avoir l'idée d'abandonner la longe de notre vache. Elle était douce, notre vache. Cela était vrai, mais aussi peureuse. Nous ne tardâmes pas à atteindre le village où j'avais couché avec Vitalis. De là, nous n'avions plus qu'une grande lande à traverser pour arriver à la côte qui descend à Chavanon. En passant par la rue de ce village et justement devant la maison où Zerbino avait volé une croûte, une idée me vint, que je m'empressai de communiquer à Mathia. « Tu sais que je t'ai promis des crêpes chez Mère Barberin, mais il n'y a peut-être pas de beurre ni de farine chez elle. Si nous lui emportions, c'est une fameuse idée. Alors tiens la vache surtout, ne la lâche pas. Je vais entrer chez cet épicier et acheter du beurre et de la farine. Quant aux œufs, si la mère Barberin n'en a pas, l'on empruntera, car nous pourrions les casser en route. » J'entrai dans l'épicerie où Zerbino avait volé sa croûte et j'achetai une livre de beurre ainsi que 2 livres de farine
puis nous reprîmes notre marche. J'aurais voulu ne pas presser notre vache, mais j'avais si grande hâte d'arriver que malgré moi, j'allongeai le pas. Encore 10 kilomètres.